Salut à toutes, salut à tous. 5e étape de Paris-Nice et elle est belle celle-là. Elle s'appelle déjà, ils lui ont donné un petit surnom, l'étape des murs. Ça veut tout dire, hein, voilà. On va passer plein de petits murs, surtout sur la fin, sur les, on va dire les 50 derniers kilomètres. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 murs avec le mur final là, de la côte Saint-André. 11% de moyenne sur 2 km avec des passages à plus de 18%. Donc ça va faire très mal. C'est une longue étape, 197 km. Et il y a ces murs à la fin, mais ça monte aussi au début, hein. Il y a plusieurs ascensions, seulement 2 répertoriées, mais il y en a d'autres non répertoriées. Ça va être une belle bataille pour prendre l'échappée qui aujourd'hui pourrait avoir ses chances avec ce final très vallonné. Donc voilà, l'étape qui part de Saint-Just en Chevalet qui finit à la côte Saint-André et qui promet beaucoup et qui surtout promet un scénario incertain. Il fait froid en plus aujourd'hui, il a 2 degrés a priori sur la ligne de départ. Donc il y a des coureurs qui savent gérer ça beaucoup mieux que d'autres. On a vu certains hier qui ont craqué à cause du froid. On a pensé à Stef Kras qui a abandonné, à Vlasov qui a complètement lâché. Et donc aujourd'hui, il faudra savoir gérer ça. Et ça sera une lutte entre... il y a les favoris du général qui forcément seront là à la fin si l'échappée ne va pas au bout. Hein, les Visma, les Emirates... évidemment Skelmose et compagnie, mais il y a aussi des coureurs qui n'ont plus rien à voir au général et que ce genre d'arrivée pourrait satisfaire. Il y a évidemment Julien Alaphilippe, le français de la Tudor, qui à la belle époque, c'était vraiment le genre d'arrivée pour lui. On va voir s'il est encore quelques restes, notre Julien national. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a Michael Matthews de la Jayco Alula qui a le profil parfait pour ce genre d'arrivée. Jonathan Narvaez, c'est un peu pentu, mais ça pourrait aussi lui aller. Pablo Castrillo de la Movistar est aussi un coureur assez bon sur ce genre d'arrivée. Donc voilà, il y a plusieurs autres cartes que les coureurs du classement général pour cette côte finale. Ça va se jouer de toute façon dans les 300 derniers mètres. Hein. Ça va finir au ralenti, un par un. Il n'y aura pas forcément des gros écarts aujourd'hui au classement général, mais ça va finir... ça se jouera vraiment sur la fin. Et puis, il y a quand même aussi la possibilité que l'échappée aille au bout. Donc, ça va nous donner une course haletante, une course passionnante. Et on a hâte que ça commence. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et déjà des premières attaques dès le départ. Il faut dire que ça commence en montée. Donc c'est c'est un bon moment pour tenter de prendre l'échappée dès le départ. Là, il y a du pourcentage. Ensuite, il y aura une petite descente et il y aura directement la première côte, les premiers points de la montagne après 10 km d'étape. La côte de Saint-Polg, 1,5 km à 6% de moyenne. Là aussi, une belle rampe de lancement peut-être pour les échappées. On a 6 coureurs là, qui sont sortis. Ça roule fort derrière dans le peloton. Il y a beaucoup de monde qui veulent prendre l'échappée. Ça ne sera pas simple aujourd'hui d'y être. Ça attaque partout. Il y a plein de petits groupes. Il y a un coureur de IF, de la Groupama, Total Energy évidemment qui veut y aller comme chaque jour. Il y a des coureurs de la Picnic Post-NL aussi. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Ça attaque de partout. Encore un coureur de la Groupama qui mène l'ascension. On est désormais déjà dans cette côte de Saint-Polg et pour l'instant, rien n'est fait. Ça roule à fond. C'est Kobe Goossens là, qui attaque au sommet de cette côte. Il va passer en tête à la côte de Saint-Polg. Il va prendre les 3 points, mais c'est plus pour l'échapper. Il va continuer son effort, essayer de prendre de la distance désormais dans la descente. Derrière, qui est-ce qui suit pour prendre les points? C'est Thomas Guillermo Silva qui prend la 2e place. Le coureur de la Cara Rural. Et Georg Steinhauser qui prend la 3e place. Voilà tous ces coureurs qui tentent de prendre l'échappée. Derrière ça roule, on voit pas mal rouler l'IF, on voit pas mal rouler la Groupama, on voit pas mal rouler Ineos. Et voilà, toutes ces équipes veulent mettre quelqu'un dans l'échappée, donc on ne laisse pas partir pour l'instant. On est déjà depuis 20 km, il y a eu beaucoup d'attaques, mais rien de décisif. Alors que derrière, il y a déjà des sprinteurs lâchés. Ça monte forcément très vite. Jacobsen, Walscheid, Letao qui sont lâchés. C'est que le début d'étape, donc ils devraient revenir là aussi une fois que ce sera un petit peu calmé. Allez, ça rattaque devant. Et personne n'a réussi à prendre, on va dire, plus de 5 secondes sur le peloton. C'est toujours... ça va à un rythme d'enfer. Ah là là là, ça attaque, ça n'arrive pas à sortir. C'est incroyable. À chaque fois, il y en a 3 qui sortent, puis 4 qui partent en contre, et puis ça revient avec le peloton. Allez, il y a un nouveau trio là qui est bien sorti.
On y retrouve qui? On y retrouve Sean Flynn de la Picnic Post-NL, Michael Matthews. Ah tiens, Michael Matthews qui essaye de prendre l'échappée pour la Jayco Alula, c'est étonnant. Moi, j'aurais plutôt pensé qu'il allait se réserver pour le final. On a aussi un coureur de la UNOX Mobility, Anders Scarset. Ah, c'est peut-être les premiers qui prennent un petit peu d'avance là. Ils ont une dizaine de secondes. Est-ce que ça va être la première échappée du jour? Pas sûr que Michael Matthews soit vraiment le coureur qu'on a envie de laisser partir dans le peloton. Peloton qui roule toujours derrière. Hein. On est à 155 km de l'arrivée. Les 3 hommes de tête qui ont 25 secondes d'avance sur le peloton. Oui, c'est dur. Hein. Il faut s'en voir hein, pour essayer de le distancer, ce peloton. Ah, il y a 3 coureurs qui sont partis en contre derrière, qui sont intercalés. On a Mauro Schmidt et on a les Français Bruno Armirail et Anthony Turgis. Ça, c'est un bon groupe de contre. Mais ils ont quoi, 15 secondes d'avance sur le peloton. Ils sont juste derrière les 3 de tête. Ils vont peut-être se rejoindre. Allez, la jonction qui est faite entre les 3 de devant et les 3 poursuivants. Derrière, il y a un autre coureur qui tente de s'enfuir du peloton pour la Carrera Rural. Il se dit que c'est peut-être le moment ou jamais. Là, si cette échappée est la bonne, le peloton qui va peut-être se relever, il faut tenter de sortir. C'est Joël Nicolao pour la Carrera Rural qui tente de y aller. Pas sûr qu'il y arrive. Hein. Et au contraire, son attaque là, qui motive les coureurs à le reprendre, c'est Ineos qui mène la chasse dans le peloton. Oh là là, encore un groupe là qui tente de sortir pour rejoindre les 6 hommes de devant, mais ils ont quoi? Le carrière diminué, ils ont plus que 10 secondes. Il y a Joshua Tarling, il y a Warren Barguil, Jonas Abrahamsen, Oscar Risbeck, voilà, 4 autres coureurs qui vont tenter de rejoindre et qui rejoignent même l'échappée, mais voilà, c'est 10 hommes, mais 10 secondes. Et c'est pas parti. Ils sont repris tout simplement. Ah là là là, et on est déjà parti depuis 60 km et toujours pas d'échappée. Ça attaque là, c'est encore un coureur de la Cofidis qui tente de sortir. Clément Izquierdo, il est sorti tout seul. Hein. C'est rare, la plupart c'était toujours des groupes de 3-4. Là, il est sorti tout seul, Izquierdo. Alors déjà, s'il y a 4, même à 10, ils n'y arrivent pas. Tout seul, ça va être très compliqué. Allez, il est repris Izquierdo. Peloton de nouveau groupé. 2 nouveaux coureurs qui sortent désormais. Un pour la Groupama, un pour Ineos. C'est Thibaut Gruel et Ben Swift. Ben Swift qu'on avait déjà vu à l'avant hier, qui sort, accompagné de Thibaut Gruel. Ils sont 2, ils ont pris là encore 5-6 secondes d'avance. Allez, ils prennent un petit peu d'écart, Swift et Thibaut Gruel. Derrière, il y a un coureur de la Decathlon AG2R qui est sorti aussi, c'est Callum Scottson. Il est 10 secondes derrière le duo Ben Swift-Thibaut Gruel. Et puis il y a Tobias Bayer de l'Alpecin-Deceuninck qui vient de sortir du peloton. Le peloton, lui, est 25 secondes derrière Ben Swift et Gruel. Mais ça roule toujours très, 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 très fort. C'est incroyable. Là, c'est la Tudor qui roule parmi le peloton. Tudor qui n'a placé personne à l'avant. Donc voilà, ils veulent rouler aussi. On a vu un peu plusieurs équipes s'y coller à cette poursuite. Ça ne marchera pas pour Bayer. Ça ne marchera pas pour Scottson. Ils sont repris. Swift et Gruel tournent toujours devant. Ils ont 15 secondes d'avance. Et ça semble le peloton qui semble peut-être valider ces 2 hommes. Ah, est-ce qu'on les a là, les 2 premiers, Swift et Gruel? On a encore des contres, hein, bien sûr, dans le peloton. On veut rejoindre ces 2 hommes. C'est Mauro Schmidt pour la Jayco Alula, Kobe Goossens pour l'Intermarché Venti qui tente de sortir, de les rejoindre. Mais ça va être compliqué. Ils n'ont pas réussi. Le duo Goossens-Schmidt. On a donc une situation un peu plus claire. On est à 100 km de l'arrivée. Et on a le duo Ben Swift, Thibaut Gruel en tête. Ils ont désormais, ils sont vraiment réussi à partir. Ils ont 1 minute 10 d'avance sur le peloton. Alors, c'est vraiment pas énorme. Mais vu ce qu'on a depuis le début, c'est déjà pas mal. Ils s'approchent bientôt de la côte de Trèves. 2,3 km à 6% de moyenne. Et il y aura probablement encore des tentatives de les rejoindre. 1 minute, ça peut se combler sur une ascension. Et voire même le peloton pourrait les reprendre hein, s'ils sont pas suffisamment puissants dans cette ascension. Alors, est-ce qu'on va quand même se faire un petit point sur un des échappés, vu qu'on a eu beaucoup de mal à en avoir un. Et en plus, on a fait Ben Swift hier. Donc, ça va être très simple. Hein. On va se faire Thibaut Gruel. En plus, on ne le connaît pas bien, Thibaut Gruel. Qui c'est Thibaut Gruel, là, ce coureur de la Groupama FDJ, formé à la Groupama FDJ. Il y a signé professionnel l'an dernier, hein, puisqu'il n'a que 20 ans. Donc, tout jeune, évidemment, Thibaut Gruel. C'est sa 2e saison seulement professionnelle. Il ne compte aucune victoire. Aucune victoire en carrière. L'an passé, pour sa première saison, qu'est-ce qu'il avait fait d'intéressant? Il avait participé notamment au Tour de Romandie. Hein. C'était sa première course World Tour. Il avait fait une 9e place lors de la première étape. On l'a vu faire 12e des championnats de France du contre-la-montre.
8e aussi l'an passé de la Bretagne Classique, hein, une classique World Tour. Donc ça, c'était vraiment un top 10, un très bon résultat pour Thibaut Gruel, qui est plutôt un puncher. Hein. Voilà, c'est un profil de puncher, Gruel, un peu sprinter, mais surtout puncher. Donc aujourd'hui, c'est forcément une étape plutôt qui lui convient bien. Cette saison, il a participé notamment au Tour de la Provence. Il avait terminé 9e du classement général, en terminant 8e de l'étape 1 et de l'étape 2. Donc voilà, un coureur qui est plutôt pas mal. C'est son premier Paris-Nice, sa deuxième course World Tour, donc après le Tour de Romandie l'an passé. Et aujourd'hui, à l'avant, est-ce qu'il va réussir à le rester ? Est-ce qu'il va réussir à rester à l'avant en compagnie de Ben Swift là ? Rien n'est moins sûr, parce que ça va très très vite. Et ouais, c'est fou. On a déjà fait 100 km. Hein. Il n'y a toujours pas d'échappée vraiment validée. On a ces deux hommes devant, mais pour combien de temps encore ? Et en plus, 2 hommes, là, ça ne suffira pas pour aller au bout. Hein. On pensait plutôt qu'on aurait une échappée de 10-12 hommes et que ça allait être une bataille comme ça entre le peloton et l'échappée. Mais si le peloton ne laisse pas partir, bah forcément, il n'y a pas de bataille sur le final. On va voir comment ça va se terminer tout ça. Allez, c'est bel et bien la bonne pour Ben Swift et Thibaut Gruel. 17 ans d'écart. Hein. Entre les deux, il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui a 37. C'est assez amusant. Ils passent à l'instant au sommet de la côte de Trèves. Ils se sont évidemment pas battus. Hein. Le but, c'est de travailler. C'est Ben Swift qui est passé en tête devant Gruel. Derrière le peloton qui a donc laissé prise, l'écart qui monte rapidement. On est quasiment désormais aux 2 minutes. Dans le peloton, il reste un petit point à prendre. Pour le classement de la montagne, on va voir si ça intéresse quelqu'un. Eh oui, et c'est sans surprise, hein, c'est Thomas Gachignard qui va dans le peloton. Il est le seul à vouloir prendre ce petit point. Et il va prendre, ça lui permet de revenir à 2 points de Joao Almeida au classement de la montagne. Sachant qu'il reste encore beaucoup de points à prendre. S'il se débrouille bien, il pourrait peut-être récupérer ou même prendre pour la première fois ce maillot, puisqu'hier, il ne l'a jamais eu en fait. Hein. Bon, alors qu'on nous annonce une chute de Vingegaard là. Vingegaard qui est tombé dans la descente de cette côte de Trèves. Alors a priori pas très très grave. Hein. Il est allé voir la voiture médicale. Il s'est blessé un petit peu au visage. Il s'est blessé aux lèvres. Il va reprendre sa place dans le peloton. Mais ouais, la chute de Vingegaard. On va voir si ça aura une incidence un petit peu sur sa santé là. Si c'est pas trop fait mal. Il est de retour à l'instant dans le peloton. Mais il est tombé, forcément une chute, ça a toujours un peu une influence, hein, même si on a vu que la chute de Pogačar, qui était bien plus grave a priori que celle de Vingegaard là sur l'Estrade Bianche, l'a pas empêché d'aller gagner. Hein. C'est des champions, c'est des solides, donc ça pourrait ne pas avoir d'influence non plus. Hein. Les 2 hommes de tête, ils ont désormais, voilà, l'écart qui a enfin grandi, ils ont près de 3 minutes d'avance, Ben Swift et Thibaut Gruel sur le peloton, alors qu'on est à 75 km de l'arrivée. Elle est dure cette étape et ça commence à abandonner à tour de bras là tous les coureurs qui ont souffert hier du froid, de différentes chutes. Et on a eu 4 abandons un petit peu coup sur coup. On a d'abord eu Fabio Jakobsen, le sprinter de la Team Picnic PostNL, qui n'a pas pu suivre tout simplement le rythme du jour. Il abandonne. On a eu Ryan Gibbons, le Sud-Africain de la Lidl Trek, qui a également lâché prise. Sylvain Moniquet, le Belge de la Cofidis, qui était à l'attaque hier, mais qui aujourd'hui a dû abandonner. Il avait mal au genou. Et puis Samuel Leroux. Voilà, on l'a vu galérer depuis le début, depuis sa chute lors de la 2e étape. Il s'est accroché autant que possible, Samuel Leroux. Mais là, depuis le début de l'étape, il était tout seul derrière et il n'a pas pu. Il abandonne. Et parce que ça va vite, c'est la Tudor qui roule en tête du peloton. A priori, là, Alaphilippe se sent bien. On y croit à la victoire de Julien. Parce que ce sont eux qui roule et l'écart qui diminue. L'écart qui diminue. C'est monté jusqu'à 3 minutes 25 pour les 2 hommes de tête, pour Gruel et pour Swift. Mais là, c'est redescendu à 1,30. On est à 62 km de l'arrivée. On s'approche tranquillement encore. Allez, 15 km. Et puis voilà, les côtes, les murs, comme on dit, vont s'enchaîner. Et là, ça va exploser encore plus de partout. Ça va faire des dégâts. À mon avis, il y a eu 4 abandons, mais il n'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres d'ici la fin. Hein. 50 km de l'arrivée. Et là, ça y est, on va y arriver au premier mur. Alors, on a donc 5 murs. Hein. Le premier, c'est la côte du Château Jaune, 1,2 km à 9%. Ensuite, on a la côte de Cibuse, 1 km à 8%. La côte de Chavagneux, 1 km à 8%. Et encore la côte d'Arzay, à 8% de moyenne. Et voilà, c'est que des petits kilomètres à 10%.
De manière étonnante, Jonas Vingegaard, lui, est à l'arrière du peloton. Il est quasiment en dernière position, le maillot jaune. Alors, est-ce qu'il souffre toujours des séquelles de sa petite chute là? Il a seulement Kampenarts qui reste avec lui. Tout le reste de l'équipe Visma Leasebike est devant pour soutenir Jorgensen. Mais là, Vingegaard, il est en dernière position alors qu'on s'approche donc de la première ascension du jour. Et c'est des toutes petites routes, donc être bien placé, c'est important. Donc, puisqu'il va y avoir forcément des cassures dans le peloton. Des coureurs qui ne savent pas bien grimper vont faire des trous, des cassures. Et comme c'est une toute petite route, c'est pas facile de remonter. Et là, Vingegaard en dernière position, c'est très très étonnant. Il faut qu'il remonte là, maintenant. Sinon, ça va être problème. Allez, on va faire un point sur un favori, un outsider du jour. A priori, c'est un peu trop dur, trop punchy pour Vingegaard, même pour Jorgensen. Donc il y a Alaphilippe, il y a Narvaez, il y a Matthews. Moi, j'ai envie de parler de Florian Lipowitz. C'est un Allemand qu'on voit de plus en plus, le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe. Il a rejoint la Bora en 2022 après 3 saisons dans l'équipe continentale de la Tyrol KTM Cycling Team. Et depuis, il a rejoint la World Tour avec la Bora. Et il a fait vraiment des bons résultats. Il a 3 victoires. Alors, pas des victoires majeures. Une victoire sur le Tour de République tchèque et le classement général en 2023. Une victoire sur le classement général du Tour du Sibiu en Roumanie. Donc ça, c'est pas très impressionnant. Mais par contre, il a fait des très beaux résultats. Il a fait 3e au classement général du Tour de Romandie. 2e d'une étape du Tour de Romandie. 3e d'une étape de la Vuelta. 7e du classement général de la Vuelta en 2024. Donc il a été quand même intéressant. D'ailleurs, la Vuelta, c'est son seul grand tour qu'il a terminé. Il avait fait aussi le Giro en 2024, mais il ne l'avait pas fini. À chaque fois, on pense qu'il va travailler pour son leader, mais bien souvent, il travaille aussi un petit peu pour lui-même. Et il a fait 5e hier à la Loge des Gardes. Donc, c'était il était là. C'est un bon puncher. Il a 24 ans. Coureur de classement général, bon grimpeur. D'autant plus que Vlasov, le leader normal, est un peu est complètement hors du coup. Il a plus de 15 minutes. Donc, c'est lui maintenant le leader de la Red Bull. Il sera à suivre aujourd'hui. Allez, alors qu'on y est dans cette ascension de la côte du Château Jaune, 1,2 km à 9,2% de moyenne. Passage maximum à 12% et Vingegaard est toujours bien loin. L'écart qui est descendu à 1 minute 20 pour les 2 hommes de tête. Alors que derrière, ça lâche très vite. Jonas Abrahamsen lâché. Eduardo Affini de la Visma Leasebike aussi distancé. On va voir. Bon, les 2 hommes vont passer en tête au sommet. Je pense que ça va pas se battre pour les points. On va voir si Thomas Gachinia est encore là, va être bien placé dans le peloton pour aller chercher encore un petit point. Ça serait important pour le maillot à poids. Et de manière étonnante, c'est la Visma Leasebike qui fait le tempo dans cette ascension. On aurait pourtant pu penser que la Visma aujourd'hui, leur but c'était plutôt que la course soit le moins dure possible. On pensait que c'était une étape qui n'est pas forcément pour eux comparée aux grosses étapes de montagne. Et là, ils roulent alors que Vingegaard est loin derrière et qui doit forcer pour reprendre du terrain. Il doit zigzaguer entre les coureurs qui sont pas capables de monter ce genre de montée là, à un gros rythme. C'est une toute petite route. Étonnant là ce qui se passe. Est-ce que Vingegaard est vraiment mal et on dit à Jorgensen c'est toi le leader. Le sommet pour les 2 hommes de tête, ils ne se battent pas. C'est Gruel qui cette fois-ci passe en tête devant Ben Swift. Et derrière dans le peloton, ça va exploser de partout. Tim Merlier lâché. Arnaud Démare, tous les sprinteurs, c'est fini. Ils ne reverront pas le peloton cette fois-ci. Le but, c'est de faire un petit groupetto et d'arriver tranquillement sans perdre trop de force. Demain, c'est une étape au sprint. Ce sera la dernière. Il y a encore des coureurs lâchés. On a Bruno Armira et Anthony Turgis, 2 coureurs qui avaient essayé de prendre l'échappée ce matin. Ils n'ont pas réussi. Du coup, il n'y a plus rien à gagner pour eux. Ils s'en vont. Et au sommet, non, il n'y a personne. Il n'est pas là, Gachinia. La côte de Sibuse, 1,1 km à 8,3%. Avec des passages à plus de 13%. Et là, la Ineos, c'est bis repetita. La même stratégie qu'hier, avec les mêmes coureurs. Ben Swift devant en échappée. Et là, il y a Tobias Foss qui vient d'attaquer du peloton pour tenter encore une fois de dynamiter les choses, de rejoindre Ben Swift devant pour qu'il lui donne quelques relais. Et c'est exactement comme hier. Sauf que Tobias Foss, il était parti avec Joshua Tarling. Là, Tarling, c'est quand même trop pentu pour lui. Il ne pourra pas aller l'aider, mais voilà. Et il est bien sorti. Je pense qu'il va rentrer il devrait rentrer, peut-être pas avant le sommet, mais ensuite dans la redescente, il pourrait revenir sur le duo de tête. Ils ont que 40 secondes de retard sur les 2 hommes de tête, le peloton. Tobias Foss, lui, il est bien sorti. Il est déjà plus qu'à 15 secondes des 2 hommes de tête. Ouais, il va rentrer peut-être même avant le sommet.
Waouh. Il a fait ça de manière express. Hein. Ben Swift, d'ailleurs, on le voit, il se retourne, il vient se rendre compte qu'il y a Tobias Foss derrière. Du coup, il faudrait qu'il arrête de rouler. Il passe en tête au sommet de la montagne, juste devant Thibaut Greel. Tobias Foss prend la 3e place et ça va très vite. Ce duo va très vite devenir un trio. Waouh. En 1 minute, il a comblé le trou. On est à 42 km de l'arrivée. Vingegaard est toujours pas très bien placé, mais il est évidemment pas lâché, hein, Vingegaard. Alors, il y a encore une attaque dans le peloton. Un coureur de l'Alpecin de Koenig. C'est Oscar Riesebeck qui est sorti. Alors, on l'avait vu essayer de prendre l'échappée lui aussi. Et le peloton les laisse sortir cette fois-ci. Alors, autant au début d'étape, il n'y avait personne qui avait le droit de sortir. Et là, alors qu'on est à 40 km de l'arrivée, dès qu'il y a une attaque, on le laisse sortir tranquillement. Et ben voilà, encore un qui sort. Bon, l'échappée est vraiment pas loin devant, donc c'est encore gérable. Il ne faudrait pas qu'il y en ait 18 qui sortent comme ça, quoi. Et d'autres coureurs voilà, qui sortent. Hein. Après Riesebeck, là, c'est Michael Matthews, tiens. Michael Matthews, il veut pas attendre la fin, il veut avoir de l'avance à la côte finale. Il est sorti et il y a encore de la Movistar qui sort encore derrière. C'est Ivan Romeo. Ah bah attends, mais là c'est 2 bons coureurs là, qui viennent de sortir et le peloton qui les laisse un peu... qui les laisse aussi sortir. Hein. Là ça nous fait désormais 6 coureurs à l'avant, enfin plutôt 3 devant avec Foss, Swift et Gruel. Et derrière ils sont un petit peu encore éparpillés les 3, mais ils vont peut-être se rejoindre. Ça va faire 3 plus 3. Et un peloton un petit peu derrière. Va peut-être falloir prendre les choses en main là quand même. Bah, le peloton qui a fini par réagir là. Et Riesebeck, Romeo et Matthews qui sont repris à l'instant. C'était la Decathlon AG2R, la mondiale, qui a animé, qui a pris la tête du peloton. Ça veut dire que Félix Gall ou Aurélien Paré-Peintre se sentent bien aujourd'hui. Après avoir été pas pesé sur la course hier. Ils pourraient être là aujourd'hui. Donc on n'a plus que 3 hommes en tête. Tobias Foss, Ben Swift, Thibaut Gruel. Ils ont 46 secondes d'avance sur le peloton à 33 km de l'arrivée. Et Vingegaard continue, lui, d'être en dernière position du peloton. Très, très étonnant. Bon, voilà, c'est un petit passage de transition avant le prochain mur. Mais voilà, il donne, pour l'instant, il prend des risques en restant dernier là. Hein, et il devra faire un effort pour remonter. La côte de Chavagneux, 1,1 km, 8,6% de moyenne, des passages à plus de 11%. Et l'échappée qui vient d'exploser. Hein. Tobias Foss, forcément, le dernier arrivé. Il met le rythme maximum. Ben Swift a lâché. Thibaut Gruel a ensuite lâché peu après. Dès le pied, hein, dès les 100 premiers mètres de l'ascension. Et ben c'est encore comme hier. C'est vraiment un scénario identique avec du coup Tobias Foss, seul en tête. Dernier rescapé de l'échappée, mais en ayant rejoint l'échappée dans un second temps. Est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Ça risque d'être tout aussi compliqué puisqu'il n'a il a même pas 1 minute d'avance, 55 secondes. Il avait tenu jusqu'à 2-3 km de l'arrivée hier, on verra aujourd'hui. Sachant que c'est une étape différente, hein, un profil très différent, avec des murs plutôt qu'une ascension régulière. Vingegaard, lui, a remonté enfin dans le peloton, il est en mi-peloton. C'est la Decathlon et la Jay Cole là, qui mènent le peloton dans cette ascension. On voit la Lidl Track aussi qui travaille pas mal. Mathias Kielmose, c'est une arrivée qui pourra aussi lui plaire peut-être aux Danois. Alors que derrière, Sivakov encore en difficulté. Hein. Pavel Sivakov, c'est vraiment pas son Paris-Nice, il n'y arrive pas. Tobias Foss qui passe en tête au sommet de la côte de Chavagneux. Thibaut Gruel qui passe une trentaine de secondes derrière en 2e position. Et Ben Swift qui va passer juste avant le peloton là en 3e position. Pas d'attaque cette fois-ci dans cette ascension. La prochaine ascension est en une dizaine de kilomètres et elle sera très intéressante. Déjà parce qu'il y a des passages à plus de 22%. Et surtout, juste derrière, 1 km derrière l'arrivée, il y a une petite descente, puis une petite montée et un sprint avec des bonifications à prendre. 6, 4 et 2 secondes. Un sprint avec en montée en plus, hein, avec là aussi dans des gros pourcentages. Du coup, ça va attaquer par les favoris du général. Ça va donc être très intéressant. Ça va exploser encore plus. On vient d'entrer dans la côte d'Arzay, ce 1,1 km à 8,5%, des passages à plus de 22% dans certains virages. Et Tobias Foss, seul en tête, il a 1 minute et 4 secondes d'avance sur le peloton. Et c'est une toute petite route, donc le placement va être important parce qu'en plus derrière, il y a 3 km derrière le sommet, il y a les bonifs à aller prendre au sprint. Et ça accélère direct pour la Tudor avec Matteo Trentin et Julien Alaphilippe dans la rue de Trentin. C'est presque une attaque là. Hein. Et alors là, Vingegaard qui est toujours en fin fond du peloton, ça va lui causer des soucis.
On n'a pas l'impression qu'il souffre en plus, Vingegaard. On a l'impression qu'il s'en fout un peu. Je me demande s'il n'est pas, un petit peu vexé. Il n'était pas content que l'étape a repris hier. Il n'a pas dû être content de s'être fait battre sur la ligne. Alors, on voit Tobias Foss, il est dans une route minuscule. Mais même une voiture, ça passe pas. C'est quoi cette route? Ah oui, d'accord. Ils sont vraiment allés chercher... Ils sont allés chercher une toute petite route de campagne. Ça monte terriblement. Le peloton qui va bientôt y aller là dans ce tout petit passage. Ça passe même pas à 3 de côté, j'ai l'impression. Le peloton toujours groupé. Le coup de la Tudor qui n'a pas marqué Tobias Foss. On a l'impression qu'il est au ralenti là. Et une attaque dans le peloton pour Kevin Guenietz, le coureur de la Groupama. Vingegaard toujours derrière. Là, c'est très étonnant. À mon avis, Vingegaard, il n'est pas venu... Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait. Kevin Guenietz qui continue de son attaque, mais il n'a pas vraiment fait d'écart. Il a Lipovic dans la roue. Ça monte assez dur. On a toujours Mats Pedersen qui est là pour emmener Mathias Skjelmose. Philippe dans la roue de Skjelmose. Je crois que c'est Timen Arensman pour Ineos qui est bien placé. Et là, derrière, ça va faire du dégât. Ça va lâcher. Et il lâche pas son effort, Kevin Guenietz, alors qu'il a que 3 mètres d'avance sur le peloton. C'est un peu que perdu d'avance, mais il continue. Tobias Foss est toujours en tête. Ça y est, il arrive au sommet. Il a 40 secondes d'avance sur la tête du peloton. Derrière, le peloton a explosé. Il y a des coureurs un peu partout. Je crois que Vingegaard est toujours dans le coup. Malgré tout, il a dû tous les passer un par un. Le peloton qui passe au sommet, c'est Mats Pedersen et Axel Zingle qui font un petit peu un train, un petit tempo. Il reste combien de personnes encore? Peut-être 50, 60 personnes dans ce peloton. Alors que derrière, Vlasov qui lâche. Nelson Poles également. Là, c'est des coureurs qui sont pas en forme aujourd'hui. C'est des coureurs qui... malades ou... en méforme en tout cas. Vlasov, Poles, ils seront pas là dans le final. Allez, Maro Schmidt qui en met une attaque dans le peloton. Et c'est Zingle qui fait la poursuite pour la Visma. Ça veut dire qu'on croit quand même en Jorgenson et en Vingegaard. Très étonnant. Très très étonnant tout ça. Il est pas mal sorti, Maro Schmidt. Il va peut-être prendre la 2e place de ce sprint intermédiaire qui s'approche à grands pas. La première, c'est sûr, ça sera pour Tobias Foss et les 6 secondes de bonus. Si Maro Schmidt prend les 4 secondes, il n'y aura plus que 2 secondes pour le peloton. Pas sûr qu'on veuille se battre pour ces 2 secondes-là. C'est la Movistar maintenant qui roule dans le peloton pour attraper Maro Schmidt. Allez, c'est bon pour Tobias Foss qui passe donc en tête ce sprint intermédiaire. Et les 6 secondes derrière Maro Schmidt, il a été repris. Maro Schmidt, il a été repris. Il y a donc 4 et 2 secondes à prendre. Ça va sprinter pour les leaders. À mon avis, on a la Red Bull qui roule pour Lipovic. On a Skjelmose qui est là. Jorgenson. Et c'est parti. Et c'est Lipovic qui lance. Et il a Pedersen d'abord. Enfin, Pedersen qui est encore là, qui se retourne parce que forcément Skjelmose... Ah non, c'est Pedersen qui passe juste pour empêcher Lipovic d'en prendre 4. Lipovic passe 3e et n'en prend que 2. C'est quand même pratique d'avoir un Pedersen dans son équipe. Il est encore là pour prendre ce genre de bonus. Alors que c'est un sprinter, le gars. C'est incroyable. On est à 7 km de l'arrivée, Tobias Foss. Il a plus que 12 secondes d'avance. Le peloton qui n'est plus que d'une trentaine d'unités. Il a fait mal ce sprint intermédiaire qui était en montée. Il y a eu des gros lâchers. Il y a eu un groupe notamment avec Félix Gall qui s'est fait surprendre, qui essaye de revenir sur le peloton de tête. Vingegaard, lui, est toujours là. Il est enfin remonté, ça y est. Il a attendu vraiment le dernier moment pour remonter. Et il est là, en 4-5e position. Et ce sont les Visma Iseback et Victor Kampenarts qui roulent. Kampenarts, il était resté avec Vingegaard en dernière position tout ce temps, au cas où. Et maintenant, il est devant. Et là, en plus, il y a une côte non répertoriée qui a l'air de grimper pas mal. Ça sera peut-être celle qui va achever Tobias Foss. Il a plus que 10 secondes. Il aura tenu moins longtemps qu'hier. Hier, il avait été repris à 2 km 200. Aujourd'hui, il est repris à 3 km 800 de l'arrivée de Tobias Foss. Caramba, encore raté. Le peloton qui va vite, c'est une grande ligne là, une grande ligne droite, large route, et ensuite, ça sera une toute petite route pour finir. 1 km 700 à 11% de moyenne, le dernier kilomètre à 14% de moyenne. Autrement dit, ça va être compliqué. Ça va faire mal. Faut être puncher, faut être aussi un peu grimpeur quand même, parce que c'est pas juste 500 mètres d'effort là. C'est presque 2 km à fond. Et qui est-ce qui mène le peloton? C'est Mats Pedersen. Il est encore là. Je me demande même s'il ne pourrait pas gagner l'étape, Mats Pedersen, s'il ne se sacrifiait pas là pour Mathias Skjelmose. On a vu Narvaez aussi travailler pour Almeida. Donc a priori, Narvaez, il se sacrifie
Ce ne sera pas pour lui aujourd'hui. Il a dû se rendre compte que c'était trop long comme effort. Allez, en plus, là, il y a du vent. Il y avait une petite cassure dans le peloton. Il y a 10 coureurs qui se sont fait avoir, qui vont faire un effort pour rentrer avant l'ascension. Il ne faudra pas attaquer trop tôt. On sait que Julien Alaphilippe, il a tendance à attaquer un peu trop tôt. Et là, il faut attendre vraiment les 400-300 derniers mètres pour attaquer. Et encore, sinon, avant, ce sera trop tôt. Avant, il faut juste résister le rythme. Mais alors, qui va mettre le rythme? Allez, on y est dans cette ascension. 1 km 700. Et Pedersen qui se relève. C'est Joshua Tarling, tout en puissance, qui va faire les premiers kilomètres qui sont un petit peu les moins durs. C'est donc ce moment à Tarling. On travaille pour qui, par contre, du côté de la Ineos? Arensman peut-il gagner cette étape? Et c'est au tour de la Visma de prendre le relais. Alors qu'on voit derrière Narvaez définitivement lâché. Ouais, ça ne sera pas pour lui aujourd'hui. La Visma qui travaille, mais pour Jorgensen. C'est Jorgensen en deuxième position, alors que Vingegaard est plus loin. Almeida qui remonte. C'est toujours la Visma Lease Bike qui fait l'effort devant. Julien Alaphilippe toujours là. Michael Storer aussi. Je ne vois pas Lenny Martinez, mais je pense qu'il est encore là. Félix Gall lâché. Ouais, non. Félix Gall, c'est pas non plus son Paris-Nice. Et autour de McNulty maintenant de rouler. J'ai vu Ivan Romeo lâcher aussi. C'est McNulty qui travaille. Ça veut donc bien dire que c'est Almeida, le leader de cette équipe. Jorgensen dans la roue de McNulty. Arensman derrière. Oui, il y a une petite cassure là. C'est Lipovic. J'ai l'impression qu'il fait la cassure. Vingegaard qui lâche. Oh, Vingegaard qui lâche. Et il est en difficulté. Il est là. Il est loin, Vingegaard. Il a Skelmos dans sa roue en plus. Ça marche pas non plus. Tout le travail de Pedersen, ça a fatigué aussi. On est à 800 mètres de l'arrivée. Alors, ça paraît rien, mais en fait, c'est à 14%. McNulty qui continue, mais Almeida, il est en difficulté. Almeida, il n'y arrive pas. Almeida, c'est toujours pareil. Almeida, il est toujours lâché en début d'ascension, mais il va revenir certainement. Alaphilippe est toujours là. Astana représente avec Champoussin et Terrada. Et Jorgensen qui prend la tête. McNulty, il a dû ralentir parce qu'il a vu qu'Almeida avait du mal. Toujours pas d'attaque pour l'instant. C'est toujours au train. Jorgensen qui fait un train et qui va du coup lâcher définitivement Vingegaard. Il roule pratiquement contre son équipier Vingegaard pour aller lui prendre le maillot jaune. Hein. Ça lâche pour Ben O'Connor aussi. Il y a Ilan Van Wilder qui est encore là pour la Soudal Quick-Step. Lipovic qui s'accroche. Alaphilippe toujours dans le coup. Hein. Il y a Joan Bahreïn. Hein. Je pense que Lenny Martinez est aussi toujours là. Skelmose qui perd gros. C'est Magnus Sheffield qui est là. C'est pas Timen Arensman dans la roue de Jorgensen. C'est juste au rythme. Hein. Jorgensen, il est fort. Il y a Magnus Sheffield, il y a McNulty, Terrada, Champoussin, Alaphilippe. Lenny Martinez qui est bien là. Ça lâche Arensman. Il est avec Vingegaard. Il est avec Guillaume Martin qui a aussi lâché. On ne s'attendait pas à voir Sheffield. Alaphilippe qui lâche. Alaphilippe qui lâche. Et Martinez qui est en quatrième position. On a Jorgensen, Sheffield, Terrada, Martinez, Champoussin et Lipovic. Voilà les seuls hommes qui restent en tête désormais. Ils sont 7. La victoire, ça va être en eux. On est à 300 mètres de l'arrivée. Et Jorgensen, il fait juste un énorme rythme. Et il est parti, Jorgensen. Il n'y a plus personne qui peut suivre. Du coup, c'est Terrada qui y va avec Martinez dans sa roue. Oui, Martinez, on aime. Ça lâche pour Sheffield, finalement. Derrière, il y a Lipovic et Champoussin qui est aussi très bien. Jorgensen qui a Terrada dans sa roue. Lenny Martinez. C'est Terrada qui semble vouloir y aller. Il est un peu bloqué, Terrada, à la part Jorgensen dans ce virage. On est à 100 mètres de l'arrivée. Il n'y a personne qui peut. C'est Lenny Martinez qui place son attaque. Lenny Martinez qui place une énorme attaque là. Oh, c'est ça bien parti. Allez, faut pas craquer. Derrière Jorgensen qui ne peut pas suivre. Lenny Martinez qui va aller s'imposer. Ça suit pas derrière. Oui, c'est fait. 50 mètres de l'arrivée. La victoire de Lenny Martinez pour la Bahrain Victorioso qu'il est heureux. Derrière, c'est Astana, c'est Terrada devant Jorgensen et Champoussin. Non, c'est même Champoussin qui allait faire deuxième. Jorgensen troisième. Terrada quatrième. C'est magnifique. Lenny Martinez qui remporte cette étape de Paris-Nice. Ah, on l'a notre champion, c'est beau. Dommage qu'il ait perdu tant de temps sur le contre-la-montre. Et voici Vingegaard qui arrive, il doit être en 20e position. Il perd 28 secondes sur Lenny Martinez. Ce qui va permettre à Jorgensen, qui a fait 3e, de reprendre le maillot de leader. Ah, elle fait plaisir cette victoire. Elle fait plaisir aussi sa joie. Là. C'était une vraie joie de gamin de la part de Lenny Martinez. Et il y a beaucoup de coureurs qui ont perdu du coup. Hein. Skelmose, qu'on pensait mieux. Almeida aussi, qui a lâché dans le final. C'est beau, c'est vraiment beau. Il n'y a que lui et les deux coureurs d'Astana.
Astana, c'est incroyable. Le début de saison qu'ils font, Astana, c'est ceux qui ont marqué le plus de points, tout simplement, UCI. Mieux que UAE, mieux que la Visma, c'est Astana. Et aujourd'hui, ils font encore 2 et 4. Ils donnent tout pour se maintenir. Et franchement, ils le méritent. Tout ce qu'ils font depuis l'arrivée de leur sponsor chinois, les nouveaux vélos, là, XDS, ça marche Astana. Mais la victoire, elle est pour Lenny Martinez, qui déborde Jorgensen dans l'extérieur là, de ce virage à droite. Terrada qui était un petit peu bloqué, là. Et ensuite, il met, waouh, ah ouais, là, il est facile, hein. Facile. Son petit gabarit, là. Jorgensen, lui, il a un gros gabarit. Il ne peut pas suivre une telle explosivité. Derrière Terrada, il reste dans la roue de Jorgensen. Et Champoussin, lui, il se faufile une toute petite place pour prendre cette deuxième place. 5e, il me semble que c'est Lipovitz qui va reprendre le maillot de meilleur jeune, je pense, Lipovitz. Almeida, comme toujours, lâché. Il vient prendre la 6e place finalement avec Brandon McNulty dans sa roue, les deux UAE. Mais quelle victoire. Quelle belle victoire. Il termine avec... il y a un trou. Hein, il aura 2-3 secondes sur Champoussin. Quelle belle victoire. Quelle belle victoire. C'est la 7e victoire dans la jeune carrière de Lenny Martinez. Hein, et on rappelle qu'il n'a que 21 ans, Lenny. 7e victoire, mais la première en World Tour. Auparavant, il avait gagné que des classiques. La Mont Ventoux, la classique VAR, le Trofeo Legoglia en Italie, la classique Grand Besançon Doubs, le Tour du Doubs et la Mercantour classique. Voilà, 6 victoires dans des classiques d'un jour de niveau en dessous du World Tour. Et là, une victoire, c'est sur une victoire d'étape, sur un tour, sur une course par étape World Tour, Paris-Nice qui plus est en France. Et devant des sérieux concurrents. Hein. C'est autre chose que ses victoires précédentes. Là, c'est vraiment un énorme coup. Et il devance Clément Champoussin de 3 secondes. Matteo Jorgensen et Harold Terrada sont également à 3 secondes. Florian Lipovitz, finalement 5e à 6 secondes. Joao Almeida a bien fini. Il termine 6e à 7 secondes. Brandon McNulty 7e à 11 secondes. Ilan Van Wilder et Magnus Sheffield terminent à 16 secondes. Et puis c'est Aurélien Paré-Peintre qui vient compléter le top 10 à 18 secondes. Julien Lafilippe, malheureusement, termine seulement 11e à 20 secondes. Il n'aura pas pu peser, c'était trop long comme effort. Il termine juste dans le même temps que son collègue Michael Storer. Guillaume Martin termine 14e. Il devance Jonas Vingegaard, hein, qui finit seulement 16e à 26 secondes. Skelmos est 17e à 28 secondes, devant Félix Gall qui perd 35 secondes. Du temps de perdu pour Ben O'Connor, 41 secondes. Maximilian Sherman termine à 54 secondes. Voilà un petit peu pour les principaux favoris du classement général. Aujourd'hui, on l'a dit, 4 abandons. Ryan Gibbons, Fabio Jacobsen, Sylvain Moniquet et Samuel Leroux. Et une dernière place de l'étape pour Bruno Armirail, le coureur de la Decathlon AG2R qui a lâché le pied dans le final et qui a fini tranquillement à 17 minutes et 32 secondes de Lenny Martinez en compagnie de Samuel Fernandez, l'Espagnol de la Cara Rural. Classement général, de nouveau un changement de leader avec Matteo Jorgensen qui reprend le maillot jaune. Il compte désormais un petit matelas de 22 secondes sur Jonas Vingegaard qui retombe donc à la 2e place. Et puis la bonne affaire pour Florian Lipovitz qui est désormais 3e de ce classement, le coureur de la Red Bull à 36 secondes de Jorgensen. Almeida monte à la 4e place. Il est à 40 secondes. Et puis Lenny Martinez, désormais 5e. Il était 9e, il passe 5e. Il a encore 55 secondes de retard sur Jorgensen. Mais bon, il y a des belles étapes de montagne qui arrivent. Pourquoi pas aller chercher au moins un podium. Une victoire, on n'ira pas jusque-là. La dernière victoire d'un Français sur Paris-Nice, ça remonte à Laurent Jalabert en 97. Autrement dit, quasiment une autre époque. Mais un podium peut-être pour Martinez, ce serait beau. Déjà, cette victoire d'étape, c'est formidable. Derrière les perdants, Mathias Skelmos chute à la 6e place. Suivent Brandon McNulty 7e, Thymen Arensman 8e. Puis Clément Champoussin et Harold Terrada qui sont tous les deux dans le top 10 aux 9 et 10e place. l'XDX Astana Team, toujours bien représenté. Au classement par points, Tim Merlier est toujours leader. Ça ne change pas grâce à ces 2 victoires d'étape sur les 2 victoires au sprint. Il devance Arnaud Démare et Mats Pedersen. Au classement de la montagne, Joao Almeida est lui aussi toujours leader avec 2 points d'avance sur Thomas Gachignard et désormais 6 sur Lenny Martinez, le nouveau 3e de ce classement. Au classement du meilleur jeune, c'est bel et bien Florian Lipovitz qui est désormais leader avec 19 secondes d'avance sur Lenny Martinez et 21 sur Mathias Skelmose. Demain, on aura droit à une étape, je pense, un peu moins riche en sensations, un peu plus classique. Ça devrait se finir au sprint.
Il y a 3 ascensions, 3 côtes répertoriées au cours de la journée. Donc ça va peut-être se battre un petit peu pour le maillot du classement du meilleur grimpeur. On pourrait voir notamment Thomas Gachignard aller enfin récupérer ce maillot. Et puis il y aura quand même un moment intéressant avec un sprint et des bonifs à chercher à 20 km de l'arrivée, mais surtout un sprint qui sera au sommet d'une belle cote d'1 km à 6% de moyenne. Donc c'est les favoris du général qui vont encore aller chercher des petites secondes bonus avant un sprint à Berlétan. C'est une longue étape, 210 km. Donc voilà, ce sera une journée un peu plus classique a priori, mais bon, on ne sait jamais. On a vécu déjà beaucoup de choses sur ce Paris-Nice. On verra demain ce qu'il en sera. Salut à tous, salut à toutes.